Bonjour à tous. Produire et consommer soi-même son électricité, c'est possible. Le phénomène est encore un peu marginal, mais les solutions techniques existent. Quel intérêt, quelles limites, quelles installations également? La production décentralisée d'énergie et l'autoconsommation sont-elles le modèle énergétique de demain? CEGIBAT, les débats. Pour nous éclairer sur les enjeux de l'autoproduction et de l'autoconsommation, des experts, des spécialistes de l'efficacité énergétique autour de cette table, il y a Richard Loyen, le délégué général d'Enerplan. Merci d'être avec nous. Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire et on peut dire que vous êtes un promoteur de l'autoproduction et de l'autoconsommation d'électricité. Daniel Munier, qui est responsable de la recherche et du développement du bureau d'études techniques Techsol, c'est un bureau d'études spécialiste de l'énergie solaire qui travaille en neuf, en rénovation, pour de l'habitat et puis également pour du tertiaire. Laurent Vidoni, le gérant du bureau d'études ITF. ITF, ça veut dire ingénierie thermique et fluide, bureau d'études qui est installé près de La Rochelle avec une expertise particulière en matière d'efficacité énergétique. En fin de débat, on retrouvera Julien Guillemot qui est l'expert technique et réglementation gaz de CEGIBAT. C'est lui qui nous livrera la réglementation. On retrouvera également Brice Fèvre, le directeur de CEGIBAT. Il sera avec nous pour le débriefing de ce débat. Régis Contreau, chef de produit production décentralisée d'électricité de GRDF. La question qui nous occupe aujourd'hui, Régis, c'est de savoir si la production décentralisée et l'autoconsommation ont vocation à se développer au point de devenir le modèle énergétique de demain. On en débattra dans un instant, mais avant, on va se mettre d'accord, si vous voulez bien, sur le sens des mots. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque l'autoproduction et l'autoconsommation? Eh bien, bonjour François et bonjour à tous. Alors effectivement, ce sont des termes utilisés lorsqu'on consomme sa propre production d'énergie, qu'elle soit sous forme de chaleur ou d'électricité. Alors aujourd'hui, le terme d'autoconsommation est très attaché à l'énergie électrique. Et le schéma classique, en fait, consistait jusqu'à aujourd'hui à vendre toute sa production à EDF, qu'il a refacturée ensuite à l'ensemble des consommateurs. Autoconsommer revient à fabriquer soi-même son électricité et à l'utiliser directement dans un bâtiment pour ses propres besoins. Et seul un excédent peut éventuellement être réinjecté au réseau électrique. Alors physiquement, cela revient au même, puisque même en cas de vente, les électrons produits vont vers les postes de consommation les plus proches. Alors, pour être précis dans les termes, le taux d'autoconsommation, c'est le ratio de production consommée sur place sur la production totale, et le taux d'autoproduction est le ratio de la consommation produite sur place sur la consommation totale. Donc il s'agit bien de produire pour soi-même, pour consommer soi-même. La question, c'est quelle est l'énergie que l'on peut utiliser pour produire cette électricité qu'on consommera chez soi, pour simplifier. Alors, effectivement, pour autoconsommer, il faut avoir une installation de production. Deux technologies sont aujourd'hui disponibles. Bien sûr, les panneaux photovoltaïques qui sont les plus connus, et dans ce cas-là, c'est l'énergie solaire qui est utilisée. On voit également se développer des installations de micro, voire de mini-cogénération qui fonctionnent au gaz naturel, qui est utilisé comme énergie primaire pour produire de l'électricité en récupérant toutes les pertes sous forme de chaleur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'environ 3400 installations sont déclarées en autoconsommation en France. Produire pour consommer l'énergie du foyer familial, c'est possible, Régis Contreau vient de nous le dire, c'est possible chez les propriétaires, c'est possible également chez les locataires. Illustration dans une résidence HLM à Mions, c'est près de Lyon, et puis à Mont, près de Tours, un reportage d'Ariane Monfray et de Julien Lagrange.
Afin de remplir les conditions de la RT 2012, le constructeur de ce pavillon a proposé aux propriétaires d'installer des panneaux photovoltaïques et une chaudière gaz à condensation. Objectif, chauffer la maison et l'eau chaude sanitaire grâce à un équipement à haut rendement fonctionnant au gaz naturel. Cette solution économique a séduit les propriétaires après un petit temps d'adaptation. À l'origine, le gaz, c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à l'électricité. En plus, on a toujours connu l'électricité. Et donc, en fait, non, à partir du moment où ça a été installé, l'appréhension a totalement disparu. Au niveau du chauffage, on ne s'en préoccupe pas trop parce que tout est généré par un thermostat. Donc, en fait, on met la température désirée et on n'a plus à s'en occuper par la suite. Les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité directement injectée dans l'installation électrique du logement. La quantité d'électricité autoproduite correspond à la consommation des appareils en veille ou nécessitant d'être rechargés, soit une économie de 100 € par an environ. Direction la région de Lyon. Dans cette résidence locative, le bailleur a fait un choix identique, chaudière gaz à condensation et panneaux photovoltaïques. Chaque villa est équipée de 2 mètres carrés de panneaux directement reliés à l'installation électrique du bâtiment. L'électricité produite est consommée localement par les résidents. Pour les R+1, les panneaux photovoltaïques sont un peu plus dimensionnés, on parle de 4 mètres carrés. Et là, ils viennent alimenter le caisson simple flux et l'éclairage de l'immeuble, ce qui vient en déduction plutôt des charges collectives de l'immeuble. Les locataires économisent environ 50 € par an. Pour le bailleur social, la solution qui associe une chaudière individuelle au gaz naturel et des panneaux photovoltaïques ne présente que des avantages. C'est plus facile d'utilisation pour le locataire. Il y a un réel gain pour le locataire sur sa facture électrique. Pour nous, bailleurs, c'est plus simple de suivre ce type d'installation. Et enfin, en exploitation, il y a quasiment peu ou pas de réclamations. Pour les propriétaires comme pour les locataires, l'autoproduction d'électricité semble donc un moyen de faire des économies dans un contexte où le prix de cette énergie ne cessera d'augmenter. Seule contrainte, il faut dimensionner l'équipement photovoltaïque de façon optimale. Ainsi, le taux d'autoconsommation sera maximal, ce qui permettra de rentabiliser au mieux l'investissement. Alors, on reviendra bien sûr sur la question du dimensionnement de cette installation technique, mais d'abord, messieurs, si vous le voulez bien, la question de fond pour ces familles et pour les bailleurs aussi qui ont fait le choix de l'autoproduction et de l'autoconsommation. Au-delà du plaisir qu'on peut avoir à fabriquer soi-même ce que l'on consomme, est-ce que c'est vraiment économiquement une bonne affaire pour ceux qui résident dans le logement ? Richard Loyen. Oui, à partir du moment où on a atteint le Graal pour les acteurs du solaire, c'est la parité réseau. C'est quand le kilowattheure solaire qui est produit au-dessus de votre toit coûte moins cher que celui que vous vend votre fournisseur d'électricité. Et on y est là aujourd'hui ? On y est dans toute la partie sud de la France, pas encore à Lille, mais c'est peut-être une question de 6, 12 mois ou 18 au maximum. Donc aujourd'hui, l'électricité, tarif bleu, tarif vente régulée, c'est 16 centimes et demi à peu près TTC, ce qu'on paye en tant que particulier. Et aujourd'hui, on arrive à faire dans le sud de la France de l'électricité à 12 centimes. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est la part des usages spécifiques de l'électricité dans les bâtiments. On parlait, il n'y a pas que le neuf, mais notamment dans le neuf. L'électricité spécifique, c'est-à-dire que les usages électriques qui ne peuvent utiliser que l'électricité, je parle de machines à laver, réfrigérateurs, etc., c'est 60% des besoins. Et donc ce sont des usages effectivement sur lesquels on a besoin de travailler, on a besoin de leur apporter une alimentation qui est plus propre. Toujours pour parler du neuf, finalement, qu'est-ce que vous pensez les uns les autres de l'évolution vers le bâtiment à énergie positive ? Est-ce que finalement c'est une tendance également vers l'autoconsommation ? Qu'est-ce que ça va donner ? On pose la question à Laurent Vidoni s'il a envie d'y répondre. Déjà juste, effectivement, nous on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux pour des programmes de maisons individuelles groupées par exemple et également des maisons, des immeubles collectifs. Et on a constaté quand même ces dernières années que l'autoconsommation en photovoltaïque
prenait une ampleur très importante dans le kit des solutions qui permettaient d'apporter une énergie renouvelable. Je voulais vous poser la question quand même de l'opportunité de l'autoproduction et de l'autoconsommation dans ce qu'on appelle le tertiaire, c'est-à-dire des bâtiments qui ont vocation à accueillir du public ou à avoir une activité d'entreprise dans ces bâtiments. Est-ce que c'est aussi opportun que ce que vous décriviez à l'instant pour de l'habitat ? Là, je peux me permettre, parce que c'est vraiment notre cœur de métier, bureau d'études Texol, c'est même plus opportun. C'est-à-dire que vraiment, quand on est sur la logique de l'adéquation entre la production solaire, donc l'autoconsommation solaire, et les besoins, le tertiaire, c'est vraiment le secteur du bâtiment qui a une logique, vraiment une instantanéité entre la production, donc diurne, et la consommation. Dans l'habitat, puisqu'on en fait pas mal, on mesure, on s'aperçoit qu'en plein milieu de journée, on peut avoir beaucoup moins de consommation. Et donc se pose la question, on en parlera certainement tout à l'heure, stock, pas stock, dimensionnement adapté. Dans le tertiaire, une de nos réalisations les plus anciennes, qui marche très très bien, c'est une agence bancaire. Voilà, agence bancaire. Très bonne utilisation. Puisqu'effectivement, le soleil produit le jour et les activités professionnelles, en majorité en tout cas, ont lieu le jour, elles aussi. La question fondamentale, c'est de savoir quel équipement, quelle technologie choisir pour produire cette électricité. On peut utiliser le photovoltaïque, on peut aussi utiliser le gaz naturel en l'occurrence comme énergie primaire, et dans ce cas, plusieurs solutions sont possibles. Et pour connaître ces solutions, Ariane Monfray et Julien Lagrange se sont rendus à Saint-Denis en Île-de-France. Ils ont visité le showroom du Crygène et c'est là qu'ils ont rencontré des spécialistes. Un écogénérateur est une machine thermique qui produit de la chaleur et de l'électricité. Alors c'est exactement comme une chaudière qui est couplée avec un ballon de chaude sanitaire, ça prend à peu près le même emplacement, sauf que le petit plus, c'est que ça produit une énergie électrique. Dans la machine, il y a ce que l'on appelle un moteur Stirling, ou bien un moteur à combustion externe, qui est composé d'un brûleur gaz qui va chauffer le moteur, et dans le moteur, on a un gaz de travail, un piston, et sous l'effet de la chaleur du gaz naturel qui va être dégagé par la combustion, ça va détendre le gaz et entraîner un mouvement de piston. Ce piston va entraîner une génératrice et donc produire de l'énergie électrique. L'avantage de l'écogénérateur, c'est qu'il va produire localement de l'énergie électrique. Cette énergie va être consommée localement et on ne va pas la puiser du réseau. Un moteur à combustion interne s'apparente finalement à un moteur de voiture dans lequel on aura remplacé l'essence par du gaz naturel. Le moteur va donc fournir une énergie mécanique qui va permettre de faire tourner un alternateur et générer de l'électricité. Un moteur thermique va évidemment générer de la chaleur qui sera envoyée au réseau de chauffage ou au réseau d'eau chaude sanitaire pour les besoins des occupants. L'avantage du moteur à combustion interne, c'est que c'est un appareil très flexible qui va s'adapter tant en électricité qu'en chaleur aux besoins du bâtiment. Autre avantage, c'est qu'à partir du moteur à combustion interne, on va utiliser toute l'énergie du gaz naturel pour atteindre des rendements très élevés, de l'ordre de 20 à 30% en électricité et le reste en chaleur pour atteindre 100% de rendement. Une pile à combustible, c'est un système électrochimique qui va venir convertir directement l'énergie chimique d'un gaz, le gaz naturel, en électricité et en chaleur, sans combustion. Contrairement aux autres technologies de micro-cogénération, elle va produire plus d'électricité que de chaleur, ce qui va la rendre particulièrement adaptée aux maisons nouvelles qui consomment beaucoup d'électricité et maintenant très peu de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Écogénérateur, pile à combustible, moteur à combustion interne, qu'est-ce que vous pensez de ces trois technologies qui nous étaient présentées ici, Laurent Vidonier ? Donc on est avec des technologies un peu différentes et avec des puissances également appelées différentes. Là, on a vu des installations, notamment pour les maisons individuelles, pour les particuliers. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les installations de puissance un petit peu plus importantes pour les bâtiments tertiaires. Et aussi, on a une opération en logement résidentiel avec un cogénérateur qui permet d'alimenter les communs de la résidence. Là, on est sur une taille quand même plus importante avec une résidence de 100 logements. Ce qui constitue des besoins électriques pour les communs qui commencent à être assez importants. Après,
pour les maisons individuelles, je dirais on est plus sur des technologies piles à combustible qui sont encore beaucoup moins développées à ce jour. La question, c'est celle de ce qu'on appelle l'énergie primaire, celle qu'on emploie à la source. Il y a le gaz, il y a le photovoltaïque. Comment est-ce qu'on arbitre entre ces options? Quels sont les critères pour choisir entre gaz naturel et solaire? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir des installations qui possèdent un éco-générateur et également du solaire photovoltaïque. Nous, sur le cas qu'on est en train de réaliser sur La Rochelle, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas mettre de capteur solaire sur la toiture, ni thermique, ni photovoltaïque. Donc on a pu prendre cette option du cogénérateur. Mais on peut très bien avoir des résidences avec les deux ensemble ou des logements ou des bâtiments tertiaires également qui fonctionnent avec du photovoltaïque et un cogénérateur, il n'y a pas d'antinomie. Régis Contreau. Alors effectivement, juste pour compléter sur l'état de maturité de ces technologies, François, effectivement, éco-générateurs, c'est un produit qui est déjà commercialisé. Puis la combustible, ce sont plutôt aujourd'hui des produits qui sont en développement. On a 30 sites sur le territoire français. On parle plutôt de technologie pour l'individuel. Et donc, en général, on installe seul, même si sur le papier, effectivement, énergétiquement, c'est très complémentaire. Dans l'installation que vous réalisez en ce moment à La Rochelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tout à fait complémentaires et on le voit dans de nombreuses opérations, on cherche du label bâtiment énergie positive. Photovoltaïque et cogénération, c'est clairement des choses qui sont complémentaires, notamment sur des modules à moteur et pour des hauts labels de performance. Mais Daniel, il n'y a pas que photovoltaïque et cogénération. Finalement, pour produire son énergie, on a parlé beaucoup d'électricité. Il y a également le solaire thermique, c'est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années. Complètement. C'est très important de rappeler que le solaire thermique, qu'il soit individuel ou collectif, ça fait 30 ans que ça existe, que ça montre des très bonnes performances. Ça fait apparaître aussi des taux de couverture de besoins bien spécifiques, et notamment le principal poste du bâtiment du futur, qui est quand même l'eau chaude sanitaire, quand on est sur du résidentiel, des taux de couverture de 50% et notamment des choses encore à développer pour atteindre des taux de couverture de 80%. La technologie, la recherche se développe dans cet axe-là pour à la fois être compétitif au niveau financier, économique, mais également atteindre des taux de couverture d'autoconsommation solaire thermique élevés. Ce qui est important, c'est qu'il y a la production et le stockage. Quand on parle de photovoltaïque depuis tout à l'heure, c'est de la consommation au fil du soleil. Il y a du soleil, il y a des photons, ça déclenche des électrons et je les consomme. Dans le thermique, on a le ballon de stockage. Et aujourd'hui, on sait faire entre 80 et 100 euros le mégawattheure, 8 à 10 centimes le kilowattheure, calories produits stockés sur place. Donc on a une vraie solution compétitive qui est peut-être moins sexy que la production photovoltaïque où c'est la magie de l'électron, mais néanmoins qui est fortement considérée. On a cité à l'instant ERDF, donc le distributeur d'électricité, l'exploitant du réseau. On va entendre un de ses représentants, puisque même lorsqu'on consomme l'énergie produite, on en consomme rarement la totalité, et cette électricité produite peut être réinjectée dans le réseau d'ERDF. Qu'en pense l'exploitant de réseau? Quel type de contrat aussi passer avec lui? Écoutez le point de vue d'un de ses représentants de ERDF. Notre enjeu principal, c'est de garantir la sûreté et la sécurité des réseaux, d'ailleurs comme GRDF pour le gaz. Et en cela, pour raccorder ces installations de production en autoconsommation, on doit vérifier au préalable que ces installations répondent aux exigences techniques qui permettent de garantir la sécurité des biens des personnes. Et dès lors que ces exigences techniques sont respectées, notre rôle est de permettre le raccordement et l'exploitation de ces installations en autoconsommation. Un autre enjeu pour nous, puisque ces usages concernent de plus en plus le marché de masse, c'est d'aller vers une standardisation des solutions, une normalisation du matériel qui permettent de gagner en efficacité industrielle.
On a tout un attirail contractuel qui permettent le développement de ces solutions. Le premier, c'est un contrat d'accès au réseau qui permet d'autoconsommer une partie de la production et d'injecter un surplus et de le valoriser auprès d'un acheteur du marché de l'énergie. Donc ça, ces solutions existent depuis longtemps. Elles ont tendance à décoller. En 2015, on a multiplié par 2 le nombre de contrats d'accès au réseau pour des injections de surplus d'électricité qui est autoconsommée. La deuxième solution, elle va être déployée très prochainement dans notre documentation technique de référence. C'est une convention très simple d'autoconsommation. Et là, elle concernera les clients qui souhaitent autoconsommer la totalité de leur production. Donc, c'est plus simple. C'est plus facile, c'est plus souple, ça permet, via une déclaration en ligne, de mettre en service sous 15 jours une installation d'autoconsommation, et c'est en ça que RDF facilite le développement de ces solutions. Vous étiez tous très attentifs pendant que RDF s'exprimait et vous vouliez réagir, Régis. Bah oui, François, effectivement, tout ce qui est connexion et raccordement au réseau électrique, c'est vraiment le prérequis pour faciliter l'autoconsommation. On voit qu'à l'étranger, en fait, vraiment l'élément qui a fait faciliter ce marché-là, c'est ce point-là. En Espagne, par exemple, c'est compliqué, parce qu'en Espagne, on a un péage réseau. Par contre, aux États-Unis ou en Allemagne, les installations de production, qu'elles soient de type photovoltaïque ou cogénération, sont considérées comme des soutiens au réseau électrique. Donc voilà, il y a différents schémas qui sont mis en place par ERDF. Pour autant, c'est quand même un sujet de discussion actuel. Je serais intéressé déjà peut-être par avoir l'éclairage de Laurent Vidoni pour votre installation de cogénération. C'est dommage, mais sur l'installation qu'on est en train de réaliser, c'est vrai qu'on n'a eu vraiment aucun souci particulier à ce stade. On est au stade des travaux pour l'instant. Et c'est simplement déclaratif. Nous avons un cogénérateur sur l'installation, il y a une case à cocher et c'est simplement ça, puisqu'on n'a pas pris l'option de revendre l'énergie en surplus également. Hein. Qu'est-ce que vous en faites de l'énergie en surplus ? Alors l'énergie en surplus, on évite d'en produire. C'est-à-dire qu'on va faire fonctionner, on a fait des simulations de fonctionnement de façon à pouvoir faire fonctionner le cogénérateur à des moments où on a besoin d'énergie électrique et également à des moments où on a besoin d'énergie thermique. Donc de façon à éviter de produire du surplus et éviter d'envoyer de l'énergie gratuitement, puisque le cogénérateur également a un coût de maintenance, donc il faut faire attention à tempérer le fonctionnement. Est-ce que vous pensez, parce que c'est la question qui nous occupe ce soir, que la production décentralisée et l'autoconsommation peut devenir le modèle énergétique d'avenir en France ? Alors, l'autoconsommation, la production décentralisée, forcément fait partie du nouveau mix électrique, sera de plus en plus présente, va rendre un peu plus résiliente aussi l'alimentation électrique. On est sur une dynamique de territoire énergie positive. Sur les territoires énergie positive, on ne récolte pas les photons pour les consommer. Il faut qu'on change de philosophie. Donc franchement, oui, ça va se développer. On a vu tout à l'heure que l'autoproduction et l'autoconsommation étaient possibles à l'échelle d'une maison individuelle, c'est ce qu'on a vu. À l'échelle d'un bâtiment tertiaire, avez-vous dit. Peut-on aller encore plus loin à l'échelle d'un quartier ou même à l'échelle de ce qu'on appelle un territoire, une commune ou une agglo, pourquoi pas ? L'autoconsommation, effectivement, à l'échelle du bâtiment, c'est possible, mais à l'échelle du quartier, surtout avec du solaire, ça se passera certainement déjà beaucoup mieux. Puisqu'en fait, on aura cet effet de foisonnement fort intéressant entre, d'un côté, les bâtiments tertiaires qui consommeront la journée, les bâtiments résidentiels qui consommeront plus en fin de journée, début de journée, voire durant la nuit. Et en fait, on imagine tout à fait intuitivement que c'est vraiment l'essor en gigawattheure et en énergie du solaire photovoltaïque en autoconsommation passera par là. On a beaucoup débattu de l'intérêt économique que pouvait présenter autoproduction et autoconsommation. Imaginons que cela se développe dans les proportions que souhaite Enerplan. Est-ce que ce serait bénéfique, oui, pour la société dans son ensemble sur le plan environnemental ?
Au niveau CO2, certainement, on a une des sources d'électricité les moins carbonées quand on l'a fait avec du solaire, et particulièrement en plus quand on prend soin sur le bilan carbone des panneaux qu'on fabrique. Le temps de retour énergétique est très court, on est sur 1 ou 2 ans, donc oui, c'est pour le CO2 contre l'effet de serre, c'est bien. Pour l'économie et les emplois, c'est aussi bien. Parce que c'est une énergie qui est relativement intensive en emploi. Et donc finalement, versus production centralisée versus décentralisée, c'est créer de l'économie locale. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau des territoires, c'est aussi important. La résilience, de ne pas avoir besoin, une valorisation locale. Donc oui, pour moi, il y a tout intérêt aujourd'hui à développer cette source d'énergie. Est-ce qu'on arrivera à stocker, et faut-il même chercher à le faire, l'électricité qu'on produit? Oui, tout simplement, il y a une offre aujourd'hui, il y a une formidable aventure, ça s'appelle les véhicules électriques. On fait des usines de plus en plus grandes pour produire des batteries lithium-ion, et il se trouve que cette technique-là, elle va très bien en stationnaire. Il y a des fabricants, Nissan, qui fait la deuxième vie de la batterie de véhicules électriques pour dire celles-là, elles vont aller dans les maisons pour stocker de l'électricité solaire. Mais après, on est sur quelque chose où aujourd'hui, il faut regarder le nombre de terawattheures qu'on consomme par an et ce que ça coûterait de les stocker en totalité, ça serait une hérésie. Donc le réseau électrique, il existe, c'est un bien public, et il va continuer d'exister, simplement on va faire passer un peu moins d'électricité dedans. Régis Contreau et puis ensuite Daniel Munier. Alors, il faut quand même ajouter que le réseau électrique, au-delà du fait de faire passer de l'énergie, il apporte aussi une certaine stabilité technique, en fréquence, en tension, qui est nécessaire en fonctionnement d'une installation. Faire des micro-réseaux à la maison, ça coûterait quand même très cher. Donc, il faut faire quand même une bonne différence entre autoconsommation et autonomie. Autre chose vis-à-vis de toutes les technologies de stockage, ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'on arrive avec la future réglementation environnementale à une bonne prise en compte de l'analyse du cycle de vie et ce de l'ensemble des produits. Il se pose la question quand même sur tous ces produits, et notamment sur le stockage électrique, sur l'ACV, c'est-à-dire le poids pour la fabrication, le transport et le recyclage de ces technologies-là. Donc je pense qu'il faut être vigilant également là-dessus. Il s'appelle Julien Guillemot, il est responsable de la hotline de CEGIBAT. Bonsoir Julien, expert technique et réglementation gaz. Vous serez avec nous à l'occasion de ces débats à chaque fois pour nous rappeler la réglementation, et c'est ce que vous allez faire, avec notamment la question de savoir quelles sont les règles pour faire cohabiter, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, à la fois des installations gaz et des installations électriques dans le même bâtiment. Effectivement, donc la règle, je dirais la première règle la plus importante, c'est qu'un appareil, pour être commercialisé, doit donc avoir un marquage CE. Ce marquage CE signifie que l'appareil est conforme à une ou à plusieurs directives européennes, comme une chaudière classique. Et ce marquage garantit aussi la sécurité des biens et des personnes. Excusez-moi, je vous écoutais avec tellement d'attention que j'en ai oublié la relance que je devais vous faire. Je vais donc vous la faire avec beaucoup de spontanéité, vous allez voir. Quelles sont les règles spécifiques pour l'habitat, mon cher Julien? Alors, il existe des règles précises de mise en œuvre, justement, de coexistence entre les installations électriques et les installations de gaz. La première est en limite de propriété. Un coffret de gaz peut être accolé à un coffret électrique, comme dans un logement. Un compteur de gaz peut être implanté dans un logement à proximité d'une canalisation et devra respecter une distance de 10 cm. Une canalisation qui passe aussi à l'intérieur dans le logement devra être distante de 10 cm lorsqu'elle est enterrée en parallèle et au croisement. Bien sûr, cette distance peut être réduite avec des moyens, des protections mécaniques adaptées. À l'intérieur du bâtiment, quand la canalisation passe en élévation, cette distance en parallèle est de 3 cm et 1 cm au croisement. On vous avait dit qu'on avait affaire à un expert avec Julien Guillemot. La démonstration vient d'être faite. Merci beaucoup, Julien. Vous pouvez libérer, si vous le voulez bien, cette place, puisque vous la partagez avec Brice Fèvre, le directeur de CEGIBAT, qui va nous rejoindre. Vous nous avez, cher Brice, écouté avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, vous êtes le bienvenu sur ce plateau pour nous débriefer tout ça, nous donner aussi votre avis à l'égard de tout ce qui a été dit en tant que directeur de CEGIBAT, le producteur de ces débats.
Alors, très heureux de pouvoir débriefer rapidement le sujet. La question, c'était autoconsommation, modèle énergétique d'avenir. Donc, je vais vous donner l'avis de GRDF. En effet, il nous semble que l'autoconsommation s'impose, est un vrai modèle d'avenir. Tous les signaux sont plutôt favorables. Économiques, les prix des équipements qui ont baissé, qui sont à la baisse, le prix de l'électricité qui va sensiblement augmenter dans les prochaines années. À l'inverse, pour les cogénérateurs gaz, le prix du gaz stable, il a perdu 15%, il a baissé de 15% sur 2015. Sur l'aspect réglementaire, on en a parlé, la RT 2020, ou en tous les cas, tous les labels LBPOS nécessitent d'aller chercher un fameux CEP performant, d'où la nécessité d'utiliser ces solutions. Et puis enfin, je pense qu'il y a aussi un paramètre sociologique. Une étude OpinionWay a été réalisée il y a peu de temps. 88% des Français sont favorables à l'autoconsommation. L'autre point que je retiens, c'est que l'autoconsommation peut se faire avec du photovoltaïque, peut se faire avec de la cogénération gaz. Et on a vraiment la conviction que le vecteur gaz naturel est le compagnon idéal pour le BEPO, c'est l'autoconsommation. Alors pourquoi compagnon idéal? Parce qu'il y a des solutions, on les a vues, chez des bailleurs sociaux, chez des constructeurs de maisons individuelles, où cette complémentarité, chaudière gaz, condensation et quelques mètres carrés de photovoltaïque, mon point de vue personnel, c'est que c'est vraiment la meilleure solution en coût d'investissement, en coût d'exploitation. Et puis des solutions en collectif avec des moteurs à cogénération gaz aujourd'hui qui sont présents et qui génèrent de grandes satisfactions auprès des utilisateurs. Des solutions fiables, des solutions matures. Donc voilà, les signaux sont au vert. Je dirais enfin, et ce sera mon dernier mot, que l'autoconsommation, il faut vraiment l'utiliser pour traiter un point qui a été très peu traité ces dernières années. C'est l'usage spécifique de l'électricité. Aujourd'hui, sur le bilan 2014, en logement, alors qu'on nous dit que le gaz est l'énergie majoritaire en logement, 75% des énergies 75% des énergies primaires ont utilisé de l'électricité sur l'ensemble des logements en 2014. Pourquoi? Tout simplement parce que les usages spécifiques sont majoritaires. La réglementation thermique a encadré le chauffage, l'eau chaude sanitaire, et on n'a rien fait sur ce poste. Donc l'autoconsommation, utilisons nos équipements pour traiter cet usage qui est un usage majeur si on veut véritablement réussir la transition énergétique. Merci voilà. Brice Fèvre, merci aussi à Laurent Vidoni, à Régis Contreau, à Daniel Munier et à Richard Loyen. Merci aussi tout particulièrement à celles et ceux qui facilitent les tournages des reportages que vous avez vus dans ce débat. C'est vraiment, vraiment très agréable pour nous que de vous rendre visite sur le terrain. Merci de le rendre possible. On se retrouve ici à Paris le 9 juin 2016 à 17h30. Merci à tous. Au revoir.